Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être connecté avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Marion Marigot, je suis spécialiste technique pour le projet des 6e rapports nationaux du PNUD et je serai votre facilitatrice pour ce webinaire aujourd'hui. Au cours des 3 dernières années, le PNUD et la NASA ont collaboré avec des chercheurs de haut niveau pour générer de nouvelles données sur les forêts tropicales qui peuvent être utilisées par les décideurs pour répondre à leurs besoins nationaux. En collaboration avec 8 pays pilotes, nous avons testé avec succès l'applicabilité de ces données spatiales. À présent, au cours de la dernière année du projet, nous diffusons ces données à 21 autres pays dotés de forêts tropicales humides. Donc aujourd'hui, il s'agit du deuxième webinaire de notre série visant à faire prendre conscience du potentiel d'utilisation des données du projet sur l'intégrité forestière pour soutenir les engagements de conservation et les engagements climatiques de votre pays. Aujourd'hui, donc, nous allons avoir un bref récapitulatif de notre premier webinaire avant de passer à une formation plus poussée sur l'utilisation du UN Biodiversity Lab pour accéder aux données du projet. Nous allons vous présenter les principales fonctionnalités et données disponibles via la plateforme et vous montrer comment vous inscrire, mais aussi vous fournir des informations de base pour rechercher et visualiser des données disponibles sur la plateforme. Nous expliquerons ensuite comment accéder et télécharger les données du projet sur l'intégrité forestière en particulier. Et enfin, nous vous montrerons comment utiliser la plateforme pour effectuer des analyses de base et créer des cartes. Donc bienvenue à tous. Encore une fois, nous sommes ravis de vous accueillir ici. Et comme d'habitude, lors de nos sessions, je voudrais vous rappeler certaines règles, notamment que les microphones seront coupés pendant la présentation. Cela réduit les interférences et facilite la communication. Ensuite, vous pouvez nous envoyer vos questions par avance ou lever la main virtuellement dans le panneau de configuration de GoToWebinar. Si vous souhaitez parler et que la connexion Internet le permet, nous ouvrirons vos micros pendant la session de questions-réponses. Comme tout le monde ici n'est pas francophone, je voudrais rappeler à nos participants l'importance de parler lentement, puisque cela favorise la compréhension entre nos participants du monde entier. Et enfin, le webinaire est entièrement enregistré. Il sera mis en ligne sur la chaîne YouTube du Forum NBSAP. Et nous partagerons également l'enregistrement par email. Allez, commençons. The next slide, please, Diego. Donc aujourd'hui, voilà, nous allons discuter de ces points, comme je vous l'ai dit, récapitulatif du webinaire numéro 1. Ensuite, une introduction UN Biodiversity Lab pour savoir utiliser les données du projet sur l'intégrité forestière, exécuter des analyses de base, et ensuite conclusion et questions et réponses. Next slide, please. Alors, pour commencer, puisque cela fait plusieurs mois depuis notre dernier webinaire, et puis bonne année tant que j'y suis, nous voulions commencer par un bref récapitulatif des sujets traités dans le premier webinaire. Lors de notre premier webinaire en octobre, nous avons présenté de nouvelles données sur les forêts tropicales disponibles via le projet sur l'intégrité forestière de la NASA. Nous avons également entendu 2 de nos pays pilotes, donc la RDC et le Vietnam, sur la façon dont ils ont utilisé les données du projet pour soutenir leur planification de la conservation, ainsi que leurs rapports nationaux. Next slide, please. Alors, qu'est-ce que le projet sur l'intégrité forestière de la NASA? Le projet sur l'intégrité forestière de la NASA, ou le projet PIF, ou FIP, ça rassemble la NASA, des chercheurs de classe mondiale et vous pour utiliser vraiment le potentiel et la puissance des données spatiales et de la science pour soutenir la planification de la conservation, la surveillance et le processus de rapport au niveau national. Notre objectif est de produire des données scientifiques rigoureuses sur les forêts tropicales qui peuvent aider le PNUD et les gouvernements à prendre des mesures pour soutenir les priorités en matière de climat et de biodiversité. Next slide, please. Le projet sur l'intégrité forestière de la NASA a 3 objectifs principaux. Le premier, c'est de développer des données de haute qualité sur l'état des forêts, la pression humaine, l'intégrité des forêts et la connectivité des forêts. Deuxièmement, c'est de montrer comment ces données peuvent être appliquées pour soutenir la prise de décision en matière de conservation. Et troisièmement, enfin, rendre ces données disponibles via une plateforme qui se veut conviviale. Next slide, please. Nous travaillons avec un groupe restreint de pays qui ont des forêts tropicales humides dans leurs frontières nationales. Et vous pouvez voir donc sur cette carte les 8 pays pilotes du projet en vert foncé. Nous avons donc travaillé avec ces pays au cours des 3 dernières années et au fur et à mesure que nous avons développé les données de projet.
Et puis récemment, 21 nouveaux pays avec lesquels nous partageons aussi les données du projet. Ceux-là, ils sont en vert clair sur la carte et donc nous sommes ravis de travailler avec vous tous, encore une fois, pour vraiment utiliser et appliquer ces données au cours des prochains mois. Next slide, please. Et donc sur cette diapositive, vous pouvez voir plus en détail tous les pays qui participent au projet. Next slide, please. Le projet produit 6 ensembles de données clés. 4 d'entre eux sont déjà terminés et sont déjà disponibles pour votre usage. Le 5e ensemble de données sur la fragmentation des données et la connectivité est partiellement disponible. Des données sur la fragmentation des forêts et la connectivité des forêts entre les paysages forestiers et intacts sont également disponibles. Et au cours des prochains mois, nous partagerons des données sur la connectivité entre ces paysages et ces parcelles forestières à haute intégrité, et notamment des données sur la connectivité entre les aires protégées. Et le 6e ensemble de données, lui, sera disponible au cours des 6 prochains mois. Next slide, please. Donc, suite à notre premier webinaire, nous avons partagé des cartes préliminaires de données du projet avec vous pour votre pays, et ça, c'était en novembre 2019. D'ailleurs, notez que si vous êtes l'un de nos pays pilotes, vous avez reçu ces cartes en janvier 2020 et pas en novembre 2019. Pour certains jeux de données, plusieurs cartes sont disponibles. Vous pouvez voir ici la liste complète des cartes que nous vous avons envoyées. Et si vous n'avez pas reçu ces cartes pour une raison quelconque ou si vous avez des questions à leur sujet, n'hésitez pas à contacter notre expert en données spatiales, Scott Atkinson, à cette adresse, donc scott.atkinson@undp.com. Next slide, please. Voilà, donc c'était un très bref récapitulatif de ce que nous avons couvert dans le précédent webinaire. Si vous souhaitez donc en apprendre plus sur ces sujets, vous pouvez regarder l'enregistrement du premier webinaire qui est disponible lui aussi sur la chaîne YouTube du forum NBSAP et que nous partagerons également ce précédent enregistrement avec l'enregistrement d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous vous offrons une formation plus sur le système d'aide à la décision pour le projet qui est le UN Biodiversity Lab. Vous pouvez utiliser le UN Biodiversity Lab pour visualiser des données du projet en combinaison avec d'autres couches de données mondiales clés et télécharger les données du projet pour des analyses supplémentaires sur des plateformes, notamment SIG hors ligne. Next slide, please. Donc dans cette présentation, dans cette formation, on va commencer par fournir un aperçu de ce qu'est le UN Biodiversity Lab et des ensembles de données qui sont disponibles pour tous les utilisateurs de la plateforme. Et nous vous montrerons ensuite comment vous inscrire sur le site et accéder au projet national de votre pays afin de vous connecter à d'autres utilisateurs qui travaillent sur la biodiversité dans votre pays. Nous vous montrerons également les bases de données qui sont disponibles sur la plateforme ainsi que leur visualisation. Next slide, please. Alors, qu'est-ce que le UN Biodiversity Lab ? Nous avons créé pour la première fois le UN Biodiversity Lab en 2018 afin de soutenir les gouvernements dans leurs engagements en matière de conservation. Le UN Biodiversity Lab est une plateforme open source, donc elle est gratuite et elle offre aux décideurs de 137 pays un accès à de meilleures données spatiales et outils d'analyse, quelle que soit leur expérience et notamment s'ils n'ont pas d'expérience SIV. Next slide, please. Qui utilise le UN Biodiversity Lab ? Notre premier cas d'utilisation, c'était d'aider les parties à préparer leur 6e rapport national à la Convention sur la diversité biologique. Et grâce à ce travail, nous avons plus de 200 utilisateurs concernés par les politiques qui viennent donc de 52 pays et eux sont actifs sur la plateforme. Le UN Biodiversity Lab, il sert également de système officiel d'aide à la décision pour le projet sur l'intégrité forestière de la NASA. Cependant, tout le monde peut accéder au UN Biodiversity Lab, au profil donc public, et profiter des ressources disponibles. Et notamment, depuis le lancement de la plateforme, nous avons eu plus de 14 800 vues sur le site public. Next slide, please. 5 aspects clés. Je voudrais vous passer en revue ces 5 aspects clés qui sont vraiment caractéristiques du UN Biodiversity Lab. Premièrement, le lab donne accès à plus de 100 couches de données mondiales sur la biodiversité, sur les aires protégées, sur le développement durable. Vous pouvez accéder à ces données via notamment le site public, donc vous n'avez pas besoin d'être enregistré dans un projet national. Deuxièmement, la plateforme offre un accès prioritaire et la possibilité de visualiser des données du projet sur l'intégrité forestière. Troisièmement, en travaillant avec les pays sur leurs 6e rapports nationaux pour la CDB,
nous avons créé des projets nationaux privés qui servent d'espace de travail privé pour chaque pays que nous soutenons. Ces projets nationaux offrent un espace pour télécharger des données nationales et les visualiser en combinaison avec nos ensembles de données mondiaux. Quatrièmement, le UN Biodiversity Lab offre la possibilité d'effectuer des analyses de base sans aucune expérience GIS. Et enfin, vous pouvez utiliser la plateforme pour créer ce qu'on appelle des story maps afin de communiquer vos succès en matière de conservation. Donc nous allons passer en revue toutes ces fonctionnalités tout au long de la formation. Juste, nous ne nous concentrerons pas sur les story maps aujourd'hui parce que c'est pas le but. Next slide, please. Donc plongeons-nous d'abord dans les couches de données mondiales disponibles sur le UN Biodiversity Lab. Pour cette formation, nous avons divisé les données, on va dire, en 4 catégories principales afin de vous donner une idée des types de données que vous pouvez trouver sur le site. Les catégories donc, que je vais examiner aujourd'hui sont les aires protégées, la biodiversité, les menaces sur la biodiversité et le développement durable. Next slide, please. Tout d'abord, des données sur le domaine mondial des aires protégées. Donc évidemment, on ne peut pas parler de conservation sans mentionner le principal outil utilisé par les décideurs politiques qui sont les aires protégées. Donc voyons quelques-unes de nos principales couches de données sur ces aires protégées. Next slide, please. Donc la base de données mondiale sur les aires protégées, que tout le monde connaît par WDPA, est la plus grande base de données des aires protégées de la planète. Les données qu'elle contient sont donc des frontières légalement définies des aires protégées qui sont communiquées par les gouvernements pour les aires marines et pour les aires terrestres. Nous extrayons en fait les données sur les aires protégées directement qui sont produites par le PNUD WCMC à Cambridge afin que les données sur le UN Biodiversity Lab soient constamment mises à jour à chaque fois que la WDPA est-elle mise à jour, c'est-à-dire tous les mois. Next slide, please. Nous avons également des données provenant d'une analyse récemment publiée dans la revue Science qui fournit une estimation de l'efficacité de la gestion des aires protégées à l'échelle mondiale. Ici, les données représentent le pourcentage d'une aire protégée qui est soumise à une pression humaine intense, étant dérivée notamment de l'empreinte humaine. Certains d'entre vous connaissent peut-être la base de données PAME qui est sur l'efficacité des aires protégées, qui est elle aussi produite par le PNUD WCMC. Actuellement, la base de données n'est pas en mesure de fournir une mesure commune de l'efficacité, donc des mesures de gestion, pour répondre à l'objectif de création des aires protégées. Ceci dit, les données vues ici sont une approximation pour obtenir une mesure de l'efficacité, à savoir dans quelle mesure la gestion réduit-elle la perte d'habitat naturel dans ces aires protégées. On supposerait probablement que la gestion fait un travail suffisant si la perte est arrêtée, ou également que la gestion est insuffisante, à l'inverse, lorsque de grandes quantités de conversion se produisent dans les limites d'une aire protégée. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'une mesure directe de l'efficacité et peut être insuffisante dans certains cas, dans certaines analyses que vous faites. Next slide, please. Nous avons également des données publiées en 2017 par des scientifiques du Centre commun de recherche, donc le CCR, de la Commission européenne, qui ont analysé dans quelle mesure le domaine de l'air protégé est bien connecté au sein des écorégions à l'échelle mondiale. Pour ceux d'entre vous qui connaissent ces données, vous les connaissez peut-être sous le nom de Protected Connected Dataset. Next slide, please. Voilà, nous avons aussi, en plus de données sur les aires protégées, des couches de données sur la biodiversité, que ce soit à la fois marine ou terrestre. Next slide, please. Nous incluons bien sûr les écorégions terrestres du monde entier. Sachez qu'il s'agit de la mise à jour qui a été produite en 2017. Pour ceux d'entre vous qui travaillent sur la Convention sur la diversité biologique, c'est l'une des données clés qui est directement mentionnée dans les engagements pour la protection dans l'objectif spécifique d'Aichi pour la biodiversité. Next slide, please. Nous avons également donc le concept et les données des unités terrestres écologiques. On a une résolution globale donc de 250 mètres. Ces données sont capables de montrer la différence de la signification écologique entre les types d'habitats en prenant en compte une gamme de variables éco-physiographiques, par exemple les précipitations, le type de relief, le type de sol, etc. Next slide, please. Next slide, please. Yeah, perfect.
Nous incluons également plusieurs autres produits dérivés de données de l'aire de répartition de la liste rouge de l'UICN, donc la Red List, qui inclut donc la richesse des espèces que vous voyez ici, la richesse des espèces menacées et les paramètres de rareté de l'aire de répartition. Next slide, please. Il est également essentiel de penser à la biodiversité donc marine et aux zones sauvages. À gauche, vous pouvez voir des données sur les zones de nature sauvage définies à l'échelle mondiale, à la fois sur Terre et dans la mer. La nature sauvage est de plus en plus reconnue, vous le savez, comme un objectif de conservation qui mérite plus d'attention. Dans l'espace marin, nous avons des données sur la richesse en espèces, la rareté de l'aire de répartition et la rareté de l'aire de répartition proportionnelle qui ont été extraites d'Aquamaps, un outil utilisé pour générer des prédictions à grande échelle de la probabilité d'occurrence naturelle des espèces marines. Il est généralement admis que l'on peut produire des modèles de répartition des espèces pour beaucoup plus d'espèces marines que ne le fait l'UICN pour le moment. Par exemple, dans le cas ici, les cartes sont dérivées d'environ 25 000 espèces. Next slide, please. Troisièmement, passons en revue les données disponibles sur les menaces sur la biodiversité. Next slide. Yeah, next slide, please. Premièrement, nous avons l'indice d'intégrité sur la biodiversité. Cet indice montre l'abondance moyenne modélisée des espèces présentes à l'origine dans une cellule de la grille en pourcentage par rapport à leur abondance dans un écosystème intact. Il peut être considéré comme une mesure de l'impact des humains donc sur la biodiversité terrestre ou comme une mesure de la dégradation de la biodiversité dans une zone particulière. Nous avons également des données sur l'impact humain, donc l'empreinte humaine, cumulatif sur les écosystèmes terrestres, l'empreinte humaine, ainsi que des cartes de changement de l'empreinte humaine à partir de 1993. L'empreinte humaine, elle, c'est une mesure globale des pressions humaines sur un paysage donné. Next slide. Dans le domaine marin, nous avons des données sur le changement cumulatif des impacts humains, y compris la pollution des navires ou d'autres informations connexes. Next slide. Et enfin, parlons un peu de ce que nous appelons les données ODD, donc Objectifs de développement durable, sur le UN Biodiversity Lab. Ces données peuvent soutenir des actions qui portent sur la CDB, la Convention cadre sur le changement climatique et le programme de développement durable à l'horizon 2030. Next slide. Un élément clé de ces données ODD, ce sont les données socio-économiques. Il existe de nombreuses couches de données socio-économiques allant de la population humaine, les prévisions d'expansion urbaine, les densités de bétail, l'aptitude et le changement agricole, et comme vous le voyez à l'écran, l'accès aux villes en 2015. Cet ensemble de données a été créé pour cartographier l'accès humain aux soins de santé, notamment dans le cadre d'un projet de l'université Oxford pour éradiquer le paludisme. Et ces données peuvent aider à identifier les populations à risque, mais ont également des utilisations pour cartographier les risques aux ressources. Par exemple, là où un accès facile aux aires protégées peut avoir des impacts sur l'efficacité de leur gestion, ou là où le risque de braconnage peut avoir des impacts sur des espèces vulnérables. Next slide, please. Les évaluations des services écosystémiques tels que le stockage et la séquestration du carbone sont également essentielles pour établir des liens avec les ODD. Nous incluons plusieurs ensembles de données récemment disponibles sur le carbone, y compris la biomasse forestière aérienne, le carbone dans le sol, à la fois à l'échelle mondiale et dans les mangroves, ainsi que les changements dans la biomasse de carbone. Next slide, please. Donc, je tiens à souligner que ce que je viens de vous montrer, ce n'est qu'un bref aperçu de toutes les données que nous avons sur le UN Biodiversity Lab, notamment en dehors des données sur l'intégrité, du projet sur l'intégrité forestière. Et nous serions vraiment heureux de discuter avec vous plus en détail et vous conseiller sur les données qui pourraient être pertinentes pour vous si vous en avez besoin. Dans les prochaines diapositives, nous aurons l'occasion d'explorer comment vous pouvez créer un compte sur le UN Biodiversity Lab, accéder à votre projet national et effectuer des analyses de base. Mais donc avant de continuer, je voudrais savoir s'il y a des questions spécifiquement sur le UN Biodiversity Lab et ce que je viens de présenter, avant que l'on puisse passer au reste de la présentation. Je vais vous laisser 10 secondes.
Alors, est-ce qu'on a des questions? Non, je crois que pour le moment, on n'a pas de questions. Très bien, eh bien, on va continuer. Et puis, de toute façon, vous aurez l'occasion de poser plus de questions ensuite. Next slide, Diego, please. Alors, passons donc à l'enregistrement sur le UN Biodiversity Lab et votre demande d'accès au projet national privé de votre pays. Next slide. Donc, commençons par vraiment les bases de l'enregistrement et de la connexion sur le UN Biodiversity Lab. Alors, Diego, donc vous pouvez voir sur cette diapositive la page d'accueil du UN Biodiversity Lab, qui est donc accessible à www.unbiodiversitylab.org. Et veuillez noter notamment que Chrome et Firefox sont les navigateurs avec lesquels le UN Biodiversity Lab marche généralement le mieux. Next slide, please. Voilà. Donc ici, vous voyez un GIF qui vous explique, et je vais parler au-dessus. Pour vous inscrire ou vous connecter au UN Biodiversity Lab, vous cliquez sur ce bouton que vous venez de voir et vous entrez votre email à votre adresse email. Si vous êtes un administrateur, vous devez saisir l'adresse email que vous avez associée à votre projet et vous recevrez un code d'utilisation unique par email. Pour garder vos informations sécurisées, vous vous connecterez toujours au UN Biodiversity Lab en utilisant ce code unique qui est généré aléatoirement. Et vous devriez recevoir immédiatement un email de Mapix. Donc, et si vous ne le recevez pas d'ici quelques minutes, vous devriez consulter votre dossier spam, donc dans votre boîte mail, parce que ça peut être là que l'email va être envoyé. Vous entrez ce code sur le site web et vous êtes enfin officiellement connecté. À chaque fois que vous entrez sur la plateforme, vous pouvez cliquer sur l'icône pour voir si vous êtes toujours connecté à votre compte utilisateur. Vous devrez peut-être saisir à nouveau votre adresse email et générer une connexion unique. Assurez-vous bien de toujours fournir le même email pour accéder à vos projets, puisqu'il s'agit de cet email avec lequel vous vous êtes enregistré. Voilà. Next slide, please. Nous avons créé des espaces de travail privés que l'on appelle les projets nationaux pour chaque pays que nous avons appuyé pendant le projet des 6e rapports nationaux. Ces projets nationaux sont gérés par un administrateur pour chaque pays qui a le pouvoir d'accorder l'accès à de nouveaux utilisateurs travaillant sur des projets connexes pour soutenir la mise en œuvre et le suivi des progrès vers les objectifs de la Convention sur la diversité biologique. Le lien affiché à votre droite amène à une liste des administrateurs. Vous pouvez le consulter pour prendre connaissance de l'administrateur de votre pays. Vous voudrez peut-être demander l'accès afin de rejoindre le projet national de votre pays sur le UN Biodiversity Lab et d'accéder à toutes les couches de données nationales qui ont déjà été mises en ligne et vous connecter avec des collègues qui travaillent sur des questions similaires. Donc pour ce faire, vous accédez au bouton Mes projets dans le UN Biodiversity Lab. Lorsque vous cliquez sur l'onglet Mes projets, vous serez redirigé vers une liste de projets au sein du UN Biodiversity Lab et tout projet dont vous êtes membre apparaîtra en haut de cette liste. Vous pouvez rechercher des projets en tapant le nom d'un pays et demander à le rejoindre. Cela enverra automatiquement un email à l'administrateur du projet. Et si vous avez besoin d'aide pour vous connecter avec l'administrateur de votre pays, n'hésitez pas encore une fois à nous contacter et à contacter Scott Atkinson en particulier. Next slide, please, Diego. Donc que vous travaillez dans le projet privé de votre pays ou sur le site public, vous pouvez rechercher et visualiser des données en quelques étapes faciles. Nous allons explorer ici un peu les types de données dont nous disposons et comment elles sont organisées, et aussi bien sûr comment vous pouvez les visualiser dans votre projet national. Next slide, please. Donc commençons par discuter des types de données qui sont disponibles sur le UN Biodiversity Lab. Le UN Biodiversity Lab gère deux types de données spatiales, les données vectorielles et les données raster. Pour l'instant, ce que vous devez savoir, c'est que les données vectorielles ont des boutons verts et les données raster ont des boutons violets. Et les boutons rouges, eux, ils indiquent un ensemble de données auxquelles on accède dans le UN Biodiversity Lab, mais à partir d'une autre base de données spatiale externe qui est hébergée sur le site web. Donc on en a parlé plus tôt, par exemple la WDPA, donc la base de données mondiale sur les aires protégées. Elle est extraite directement d'une autre base. Next slide, please.
Vous pouvez généralement considérer les données vectorielles comme des données qui représentent, on va dire, des entités linéaires ou de surface sur une carte, comme les autoroutes qui sont des lignes, les villes qui peuvent être des points, ou les cartes de répartition des espèces qui, elles, seront ce qu'on appelle des polygones. Les données vectorielles contiendront normalement non seulement une entité sur une carte, mais elles auront également d'autres données associées qu'on appelle des attributs de données, qui sont affichés dans une table d'attributs. En fait, les attributs peuvent être de nombreux éléments, tels que le nom des lieux, la zone d'une entité, ou d'autres données calculées ou dérivées associées à cette entité. Par exemple, pour chaque entité du jeu de données des écorégions 2017 dans le UN Biodiversity Lab, il existe un attribut pour l'écorégion de cette entité, ainsi que pour son biome. Next slide, please. Les tables d'attributs, en fait, elles sont pas très différentes d'une feuille de calcul. Des enregistrements de données uniques, souvent qu'on appelle fonctions, se trouvent sur chaque ligne et chaque colonne représente une variable et sa valeur pour cette fonction. Ces tables d'attributs peuvent être filtrées en créant des requêtes simples, par exemple en sélectionnant uniquement les zones de plus de 200 hectares. Next slide, please. Les données raster sont généralement considérées comme des données qui représentent des éléments qui existent sur une gamme de valeurs dans l'espace, telles que les cartes de température, la couverture terrestre, la densité de population ou même le pourcentage de couverture forestière. L'attribut des données raster est une valeur à l'intérieur d'un pixel et on peut représenter des valeurs catégorielles ou des valeurs continues telles que l'élévation. Au sein du UN Biodiversity Lab, les utilisateurs peuvent créer des cartes en utilisant les deux types de données, donc vectorielles et raster. Cependant, à l'heure actuelle, les utilisateurs ne peuvent effectuer des analyses et interroger des données que par attribut sur des types de données vectorielles, non raster. Next slide, please. Les ensembles de données sont organisés de manière thématique dans le UN Biodiversity Lab de deux manières. Alors, soit par objectif d'Aichi pour la biodiversité, soit par thème général de l'ensemble des données. Les objectifs d'Aichi ciblés comprennent donc les objectifs 5, 11, 12, 14 et 15. Les thèmes généraux disponibles comprennent la biodiversité, le climat, le carbone, les services écosystémiques, l'impact humain, la couverture terrestre, la mer ou les zones côtières, les risques naturels, les aires protégées, la restauration et les facteurs socio-économiques. Important donc, nous avons attribué des thèmes à chaque ensemble de données sur la base de notre meilleur jugement, et notamment parmi les thèmes que je viens de mentionner, à la fois de manière générale et dans le contexte de leur rapport avec les objectifs d'Aichi. Vous pouvez en effet constater que les ensembles de données peuvent vous aider à signaler de différentes manières que nous avons marquées, c'est-à-dire que si vous pensez qu'ils appartiennent à un autre thème, vous pouvez évidemment les utiliser d'une façon différente. Next slide, please. Pour activer un jeu de données, activez un thème ou un objectif d'Aichi particulier de votre choix en cliquant sur le bouton associé dans le panneau de gauche. Vous verrez alors une liste de vues associées à ce thème ou à cet objectif et vous pouvez cliquer sur le bouton à côté pour activer la vue. Je vous laisse voir juste ce GIF afin que vous puissiez comprendre. Voilà, là vous cliquez sur le bouton. Next slide, please. Et pour afficher le mode plein écran, donc vous cliquez sur ce bouton et celui-là, et vous voyez la carte qui s'affiche en plein écran. Next slide, please. Il existe donc plusieurs méthodes pour filtrer vos vues ou rechercher un ensemble de données particulier. Vous pouvez effectuer une recherche à l'aide d'un mot-clé. Vous cliquez sur le bouton donc filtrer les vues activées pour supprimer toutes les vues de la liste, à l'exception de celles que vous avez sélectionnées. Vous pouvez également utiliser le bouton filtre avancé pour faire des recherches de vues par collection. Voilà, je vous laisse voir le GIF afin que ce soit plus clair. Next slide, please, Diego. Pour réorganiser les vues que vous avez affichées,
vous pouvez soit cliquer et faire glisser pour les recalculer ou les redimensionner, soit cliquer avec le bouton droit sur la vue et sélectionner l'une des options comme déplacer vers le haut ou vers le bas. Donc move to top, move to bottom. Next slide, please. Pour savoir comment mettre en ligne vos données nationales de votre projet, vous pouvez accéder à nos conseils techniques donc sur le UN Biodiversity Lab ou notre webinaire à ce sujet. Et nous serons évidemment heureux de vous proposer notre formation spécifiquement sur ce sujet si vous en avez besoin. Alors, encore une fois, je le répète, l'un des avantages de UN Biodiversity Lab, c'est que vous pouvez mettre en ligne les données nationales de votre pays dans votre projet privé et ensuite les combiner à des données qui seraient mondiales. Voilà, si vous cliquez sur le lien en bas à droite, vous pouvez accéder à notre guide technique sur les données disponibles dans le UN Biodiversity Lab. Next slide, please. Dans les prochaines minutes, donc, nous aurons la possibilité d'en apprendre un peu plus sur la façon d'accéder aux données du projet sur l'intégrité forestière et de les télécharger. Donc, puisque nous allons passer maintenant vraiment au projet particulier, je voudrais juste savoir si vous avez des questions pour le moment. Sur vos projets nationaux, sur la recherche de données ou la visualisation de données. Encore une fois, je vais vous donner quelques secondes si besoin est, sachant que nous aurons le temps encore ensuite de prendre des questions. Et je ne pense pas qu'il y ait de questions actuellement, c'est bien, pas de souci. Eh bien, dans ce cas, on continue. Diego, next slide, please. Allez, maintenant que vous savez généralement comment rechercher et visualiser des données dans le UN Biodiversity Lab, nous pouvons passer plus spécifiquement aux données disponibles via le projet sur l'intégrité forestière. Next slide, please. Donc, comme nous l'avons vu précédemment, le projet sur l'intégrité forestière produit 6 ensembles de données et on va voir comment on peut y accéder depuis le UN Biodiversity Lab. Et je tiens à noter que bien que nous ayons fourni des versions donc JPEG de ces cartes en novembre 2019 ou janvier 2020, y accéder sur le UN Biodiversity Lab peut vous permettre de les visualiser en combinaison avec d'autres jeux de données clés, notamment des jeux nationaux. Et pour ceux d'entre vous qui connaissent les données SIG, vous pouvez également utiliser le UN Biodiversity Lab pour télécharger directement ces données et les utiliser dans votre logiciel SIG auquel vous êtes habitué. Next slide, please. Alors, comment pouvez-vous accéder à ces données? Toutes les données actuellement disponibles peuvent être visualisées en utilisant le filtre Forest Integrity Project sur le UN Biodiversity Lab, c'est le nom du projet en anglais. Nous vous informerons lorsque les données finales sur la connectivité des forêts et les impacts de l'intégrité des forêts sur les espèces clés seront aussi disponibles. Next slide, please. Les données sont disponibles en téléchargement via le lien dans les métadonnées comme vous pouvez le voir ici. Toutes nos données donc, sont coupées par continent pour vous permettre de les utiliser en respectant la frontière nationale officielle. Si vous avez besoin d'aide pour découper les données de votre frontière nationale, encore une fois, n'hésitez pas à contacter Scott Atkinson. Et notamment en condition des restrictions, en raison des restrictions d'espace, nous avons 2 comptes Figshare différents où vous pouvez accéder aux données. Le premier compte Figshare donc, est entièrement prêt à être utilisé et illustré ici. Donc, il a la hauteur de la canopée, la couverture de la canopée, l'année de perte de la forêt, l'empreinte humaine en 2013, ainsi que d'autres couches qui peuvent être pertinentes sur la connectivité et l'intégrité des forêts. Next slide, please. Le deuxième compte Figshare, donc il y a le reste des données, est illustré ici. Veuillez noter que nous devons mettre à jour les liens donc, sur le UN Biodiversity Lab pour ces couches de données. C'est ce qu'on va faire en fait dans les prochaines semaines. Ceci dit, si vous devez accéder immédiatement aux données parce que vous voulez faire une analyse, vous pouvez toujours utiliser le lien qui est donné ici à droite. Donc ne vous inquiétez pas, on le partagera encore une fois quand on partagera cette présentation. Notez donc que ce lien donne accès à toutes les données pour l'empreinte humaine si vous souhaitez montrer le changement au fil du temps. Il donne également accès aux couches de données sur la fragmentation des forêts et la connectivité,
entre les paysages forestiers intacts. Et à l'avenir, nous ajouterons ici les données sur la connectivité des forêts entre donc les parcelles forestières à haute intégrité et les données sur l'impact de l'intégrité des forêts et l'impact sur la répartition des espèces clés. Next slide, please. Avez-vous donc des questions pour le moment? Je sais que je viens juste de présenter... Non, toujours pas de questions. Très bien. Next slide, please. Et donc, la dernière partie de cette présentation sur laquelle nous voulons nous concentrer, c'est de vous présenter comment vraiment exécuter des analyses de base et télécharger des cartes depuis le UN Biodiversity Lab. Next slide, please. Alors, si nous voulons calculer une aire, pour calculer l'aire d'un ensemble de données particuliers, nous proposons un outil qu'on appelle le calcul d'une aire, le calcul de l'aire. À ce stade, cet outil n'est disponible que pour les données vectorielles, c'est important de noter. Donc dans cet exemple, nous calculons la superficie totale des aires protégées au Pérou à l'aide de la version de janvier 2019 de la base de données mondiale sur les aires protégées, encore une fois la WDPA. Pour calculer l'aire, cliquez donc sur l'icône dans la boîte à outils et sélectionnez l'outil d'intersection de l'aire. Sélectionnez ensuite les couches par le nom ou la source ou le nom de votre vue que vous préférez. Et vous pouvez ensuite cliquer sur calculer l'aire d'intersection, la zone d'intersection. Notez que cela indique donc calculer l'aire d'intersection, mais qu'en fait vous calculez toute la zone d'intersection de toutes les couches de données que vous avez sélectionnées. Et il faut noter donc que ce calcul peut prendre un certain temps en fonction de la complexité et du nombre de polygones qui sont impliqués dans ce calcul. Donc ne vous inquiétez pas si c'est un peu lent. Voilà, et là vous voyez done, c'est-à-dire que l'analyse est terminée. Next slide, Diego, please. Ensuite, vous pouvez voir rapidement les intersections. On appelle ça les vues rapides des intersections. C'est-à-dire que vous pouvez mettre en évidence rapidement une aire d'intersection, une zone d'intersection de plusieurs couches vectorielles. À ce stade, donc cet outil, encore une fois, n'est disponible que pour les données vectorielles. Donc pour ce faire, vous cliquez sur le bouton Bull Eyes en haut. Ensuite, vous cliquez sur l'icône de la boîte à outils. Et une fois que vous y êtes, vous cliquez sur sélectionner le mode, donc mettre en évidence. On appelle ça highlight en anglais. Et c'est-à-dire que vous pouvez sélectionner le nombre de couches, donc jusqu'à 5 couches, que vous voulez analyser pour savoir où est-ce qu'elles se chevauchent. C'est-à-dire, ce qui signifie que si nous avons deux vues, donc qui sont des vues vectorielles, je le répète, activées, nous pouvons mettre en évidence, on peut highlight leur intersection, et nous sélectionnerons l'option notamment mettre en surbrillance. Donc highlight, c'est ces zones, au moins deux couches qui se chevauchent. C'est-à-dire que à ce moment-là, les zones d'intersection peuvent être affichées et elles apparaîtront clairement pour vous et elles peuvent vous guider dans votre analyse. Je vous laisse finir le GIF afin que vous puissiez voir la démonstration entière. Voilà, et là vous voyez quand les zones sont mises en surbrillance. Next slide, Diego, please. Pour obtenir la valeur exacte du chevauchement entre plusieurs couches, nous proposons un outil d'analyse d'intersection. Veuillez noter aussi que cela n'est disponible que pour les éditeurs et pour les administrateurs dans les espaces nationaux privés. C'est-à-dire que si vous utilisez le site public, vous ne pourrez pas faire l'analyse. Vous pourrez voir les couches, mais pas faire l'analyse dont nous sommes en train de parler. Dans la boîte à outils, sélectionnez donc les outils d'intersection de zones. Vous pouvez sélectionner plusieurs couches par nom de source ou par nom de vue. Vous cliquez sur calculer la zone d'intersection. Et encore une fois, cela peut prendre un peu de temps en fonction de la complexité du nombre de polygones qui sont impliqués dans le calcul de l'intersection. Ici, on a l'outil qui est utilisé qui s'appelle calculer la zone d'intersection. En fait, ça porte sur l'intersection géospatiale de deux couches. Donc, dans la diapositive précédente, on n'utilise qu'une seule zone ou une estimation approximative en dépendant de l'échelle. Ici, c'est un peu différent. Vous veuillez noter donc que les erreurs elles peuvent parfois être indiquées dans l'analyse et en vous disant qu'une géométrie n'est pas valide, c'est très rare.
Mais dans le cas où les géométries ne sont pas valides, vous pouvez évidemment donc nous contacter ou essayer de refaire l'analyse. Et ces données géométriques non valides, c'est un sujet un peu plus avancé. Et il faut savoir que les avoirs présents dans vos fichiers peut produire des résultats erronés. On a des outils pour les corriger dans le UN Biodiversity Lab. Et les données qui sont téléchargées dans le UN Biodiversity Lab doivent être vérifiées pour assurer leur intégrité. Hein. Mais c'est quelque chose qui, je pense, n'arrivera jamais. Et si jamais, encore une fois, vous avez une erreur, n'hésitez pas à nous connecter. Et nos experts peuvent vous aider à trouver où est l'erreur et finaliser donc l'analyse. Next slide, please. Nous pouvons également créer une nouvelle vue de l'intersection entre les couches en suivant exactement le même processus que ce que je viens de présenter, mais au lieu de sélectionner, donc calculer la zone d'intersection, vous pouvez juste sélectionner, créer une nouvelle couche basée sur l'intersection. Vous rentrez. Vous choisissez si ça peut être public ou privé. Vous choisissez les couches sources. Et voilà. Next slide, please, Diego. Vous pouvez aussi cliquer donc, et créer des polygones très facilement. On a un outil donc, qui, en un clic, peut vous permettre de créer ces polygones. Et ça permet à tous les utilisateurs de créer soit des nouveaux points, soit des nouvelles lignes ou des nouveaux polygones dans le UN Biodiversity Lab. Vous pouvez utiliser l'outil donc cliquer pour créer un nouveau polygone, par exemple pour identifier la zone d'un nouveau projet en cours de restauration, une aire protégée proposée ou des terres cultivées qui sont placées sous une meilleure gestion ou que vous souhaitez améliorer. Voilà. Next slide, please. Vous pouvez également télécharger des polygones que vous avez créés de la même manière que vous pouvez télécharger d'autres jeux de données de type vectoriel dans l'un des nombreux formats standards qui sont compatibles pour des logiciels donc SIG sur vos ordinateurs. Voilà, vous pouvez télécharger et vous pouvez ensuite l'utiliser sur votre ordinateur. Next slide, please. Enfin, vous pouvez créer et télécharger des cartes. On a ce qu'on appelle le compositeur de cartes qui donc permet de créer des cartes de haute qualité à inclure dans vos rapports nationaux, dans vos documents officiels ou sur des sites internet. Donc pour utiliser le composeur de cartes, vous pouvez charger les données qui vous intéressent et cliquer sur l'icône de la carte dans la barre des outils. Vous faites glisser les dimensions de la carte en fonction de vos besoins. La légende et les métadonnées des couches de la carte sont également incluses et vous pouvez les redimensionner, les placer dans votre composeur de cartes en fonction de vos besoins. Et il est également possible de modifier le texte et d'augmenter ou de diminuer la taille de la police. Et si certains éléments ne sont pas souhaités dans la carte, vous pouvez les faire glisser sur le côté du composeur et ce sera exclu lorsque vous exportez votre carte sur votre ordinateur. Pareil, je vous laisse regarder un petit peu afin de comprendre le processus. Next slide, please. Et l'exportation donc du composeur de carte peut être ajustée pour répondre donc à tous les besoins particuliers. Par exemple, pour une inclusion dans un document A4 standard ou pour un site web, ce sera potentiellement différent. Et vous pouvez encore une fois ajuster manuellement les dimensions de tous les éléments de la carte. Et encore une fois, je vous laisse regarder. Vous pouvez voir que donc vous pouvez changer la taille de la carte et vous pouvez bouger n'importe quel élément de la légende
et organiser ça de façon à ce que votre exportation soit jolie et utile. Next slide, Diego, please. Avant d'exporter donc votre composition de cartes, vous pouvez prévisualiser ce à quoi elle va ressembler et ça supprimera notamment les limites des différents points et de données qui existent dans la mise en page du composeur, qui aide à distinguer les différents donc, composants de la carte. Par exemple, les limites dans la légende blanche seront supprimées et les zones de texte de la légende apparaîtront comme un seul bloc continu. Si vous êtes satisfait, eh ben, vous pouvez décider justement d'exporter. Voilà, vous cliquez sur Export Image et ça la téléchargera automatiquement. Next slide, please. Vous pouvez également télécharger des données vecteurs, des données vectorielles, en cliquant sur le bouton de téléchargement en bas de la vue. Vous devez sélectionner le type de fichier donc, parmi l'une des nombreuses formes 6G pour vos ordinateurs. Vous sélectionnez le pays dans lequel vous souhaitez que les données soient tronquées. Donc ça, c'est pré-rempli avec le pays du projet en cours dans lequel vous êtes. Mais vous pouvez également le supprimer et télécharger l'ensemble de données complets, même si, bien sûr, ça peut entraîner des téléchargements de grands ensembles de données qui vont être très longs à exporter. Mais ça peut être souhaité, en fait, si vous travaillez avec des données que vous voulez télécharger dans votre espace de projet et vous ne voudrez peut-être pas que ces données soient coupées dans le fond avec des limites nationales qu'utilise le UN Biodiversity Lab. Je vous laisse aussi regarder le GIF ici. Next slide, please, Diego. Donc, télécharger les données vectorielles, c'est possible à l'heure actuelle, mais ça nécessite de créer une demande spécifique d'URL. Nous pouvons vous envoyer les instructions pour le faire ou vous fournir directement les données dont vous avez besoin. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Scott Atkinson à l'adresse qui est affichée, scottatkinson@undp.org, pour plus d'informations. Et next slide, please. Donc, je sais que cette section était un peu technique, donc ne vous inquiétez pas si vous avez soit des questions ou si vous voulez re-regarder l'enregistrement, vous pourrez le faire. Et nous sommes disponibles pour évidemment des questions une fois que vous aurez pris le temps de refaire ces exercices. En attendant, est-ce que vous avez des questions auxquelles nous pourrions répondre immédiatement? Et je vais vous laisser encore quelques secondes pour lever votre main ou taper votre question dans la barre des questions, la barre de discussion. Non, ben, il semble que toujours pas de questions. Eh bien, alors on va continuer et on va finir cette présentation. Diego, next slide, please. Donc, au cours de cette dernière heure environ, nous avons fourni un aperçu du UN Biodiversity Lab, de ses principales fonctionnalités et des données disponibles. Nous avons aussi montré comment vous connecter et demander l'accès à votre projet national. Et nous avons montré comment visualiser et télécharger les données du projet sur l'intégrité forestière. Enfin, on vous a montré comment exécuter des analyses de base. Next slide, please. Il existe un large éventail de façons d'utiliser le UN Biodiversity Lab pour répondre à vos besoins et évidemment, nous sommes toujours ravis de recevoir des commentaires et des conseils sur ce qui pourrait être utile. Pour le moment, on a dit que vous pouvez utiliser et accéder à plus de 100 couches de données, utiliser les données du projet d'intégrité forestière de la NASA. Vous pouvez effectuer des analyses, contacter ou créer un polygone, un calcul d'aire, une intersection et bien d'autres encore, mais n'hésitez pas vraiment à contacter notre équipe pour demander des conseils, pour nous conseiller sur ce qui vous serait intéressant pour vous. Et nous, on peut bien sûr adapter nos formations. On a donné des formations spécifiques à une équipe nationale en particulier pour répondre vraiment à leurs besoins. Donc, n'hésitez pas, on est disponible pour ça aussi. Next slide, please.
Pour rappel, donc, juste que vous sachiez avec qui vous travaillez, on a une équipe solide qui peut vous aider à utiliser le UN Biodiversity Lab pour accéder et utiliser les données du projet sur l'intégrité forestière. Au PNUD, nous nous efforçons de faire le pont en fait entre les scientifiques et les décideurs de votre pays. Et nous avons une équipe diversifiée qui travaille sur le projet sur l'intégrité forestière. Pour les pays pilotes, votre point focal notamment, c'est Annie Burning. Et pour les 21 pays qui ont rejoint le projet en 2019, les points focaux, donc c'est Prudence Rain pour les pays anglophones et moi-même, Marion Marigot, pour les pays francophones et hispanophones. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez une quelconque question. Next slide, please. Évidemment, il y a aussi l'équipe scientifique derrière tout ça qui est toujours heureuse de répondre à vos questions sur la meilleure façon d'appliquer ces données. N'hésitez pas à nous contacter pour des questions et nous, on peut vous mettre directement en contact avec ces experts en fonction de qui produit les couches de données et comment les utiliser au mieux. Next slide, please. Et enfin, je veux juste bien sûr terminer en remerciant notre grand groupe de partenaires qui ont tous contribué, qui se sont tous associés pour pouvoir créer le UN Biodiversity Lab et vous offrir un outil de très haute qualité. Next slide, please. Et bien voilà, donc je vous remercie pour votre temps et pour cette heure de webinaire. Évidemment, vous pouvez toujours nous contacter et contacter soit Scott Atkinson, soit Annie Vernig qui est en charge de ces projets avec les adresses email suivantes. N'hésitez pas à nous mettre tous en copie et à utiliser la langue de votre choix lorsque vous communiquez avec nous. On a une équipe trilingue, donc n'hésitez pas à nous adresser n'importe quelle question comme vous le souhaitez. Et avec cela, donc je finis ma présentation et nous avons du temps pour pouvoir répondre à certaines de vos questions. Vous êtes assez nombreux ce matin et je vois qu'il n'y a pas encore de questions posées dans le public. Mais ceci dit, je voudrais maintenant vous laisser la parole. Si vous avez une question, vous pouvez lever la main encore une fois virtuellement ou vous pouvez taper votre question dans la section questions ou dans le chat. Je la prendrai. Sachez qu'avec moi, Scott Atkinson est présent et il pourra répondre donc à toutes vos questions si vous en avez. Je vais vous laisser donc 30 secondes pour pouvoir un peu réfléchir et voir si vous avez des questions et n'hésitez pas. Eh bien, avec ça, je vois qu'il n'y a pas de questions, alors je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Sachez donc que nous allons produire ce webinaire aujourd'hui en anglais et en espagnol, et une fois que les 3 versions seront disponibles, nous vous enverrons l'enregistrement ainsi que la présentation par email, et nous les mettrons aussi, nous les rendrons disponibles sur le NBSAP Forum et sur la chaîne YouTube du NBSAP Forum pour l'enregistrement. En attendant, je vous remercie d'avoir été présent et de votre curiosité. Je vous remercie d'être tous aussi engagés dans le projet sur l'intégrité forestière. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas si vous avez plus de questions. Passez une bonne journée ou une bonne soirée et à la prochaine. Au revoir.